et de l'importance essentielle de la lecture. Alors que ce soit donc les livres ou les contes que l'on raconte à nos enfants le soir avant de s'endormir, que ce soit un roman qui nous transporte, la lecture est bien plus qu'un passe-temps. Donc c'est un véritable moteur vers la connaissance, c'est donc aussi une porte ouverte vers le développement et surtout une source inépuisable d'évasion. Ça sera donc la thématique de ce matin dans notre émission Ma famille, ma vie. Et bien entendu, vous pourrez aussi donc nous appeler au 021 23 98 91, donc comme à l'accoutumée. Et pour démarrer notre émission, aujourd'hui donc je vous propose donc l'info du jour, une info du jour que j'ai choisie pour vous. Et j'espère donc qu'elle sera à votre goût et surtout, vous allez prendre, on va dire, beaucoup de conseils. Voilà, ça c'est bien entendu, juste après le jingle. Donc l'importance d'avoir des plantes dans nos intérieurs, c'est vraiment crucial, c'est très très important que ça soit pour notre bien-être mental surtout et même aussi le bien-être physique, surtout si on a un petit jardin et qu'on s'adonne donc au jardinage. Donc si on n'a pas de jardin et qu'on n'a pas un grand espace, on peut donc faire de notre maison un véritable jardin. Donc vraiment une petite maison où on aura l'impression d'être dans une jungle. Bien entendu, à condition d'avoir, on va dire, quelques informations, aussi donc quelques petits conseils précieux de façon à pouvoir entretenir ces plantes parce qu'on sait très bien d'abord qu'il faut se rendre dans des pépinières et se renseigner à propos donc des plantes que nous pouvons mettre dans nos intérieurs. Et là, c'est pas toutes les plantes, même si elles nous plaisent, c'est pas toutes les plantes qu'on peut mettre, qui peuvent vivre bien entendu et s'épanouir à l'intérieur. Donc on choisira, on ira chez un pépiniériste, chez un professionnel et on demandera donc des plantes spécifiques à nos intérieurs. Donc bien entendu, la première des choses qu'on va faire, il faudra un petit peu savoir le climat que nous avons. Est-ce que c'est un appartement qui est ensoleillé ou si nous avons juste une seule pièce, par exemple un salon, est-ce qu'il a suffisamment de lumière? On va demander quelles sont les plantes qui demandent beaucoup de lumière, qui sont gourmandes en luminosité, celles qui le sont moins. Donc déjà une fois qu'on aura toutes ces informations, il va falloir aussi savoir où les placer à la maison. On ne pourra pas les mettre là où on veut, hein. C'est pas comme par exemple un meuble, hein. On le met là où on a envie de le mettre. En fait, non. Les plantes, il faudra toujours les mettre à côté de sources de lumière. Donc certaines, comme je vous l'ai dit, ont besoin de plus de luminosité, donc on les mettra devant les baies vitrées, à côté de fenêtres. Éviter le soleil direct parce que les plantes d'intérieur, généralement, ce sont des plantes de sous-bois. Donc, ces plantes d'intérieur, à l'origine, quand elles sont dans leur état naturel, ce sont des plantes qui poussent sous les arbres. Donc, les arbres déjà font un petit peu d'ombre, elles n'ont pas de soleil direct. C'est pour ça que ce sont des plantes qui sont assez sensibles et qui s'épanouiront bien à la maison. Donc, il existe une panoplie de plantes d'intérieur et bien entendu, donc, votre pépiniériste vous donnera quelques noms. Il faut aussi connaître les noms des plantes, hein. C'est bien joli quand on nous plaît, on dit ah oui je veux celle-là et tout. En fait il faut connaître le nom de la plante de façon à pouvoir faire des recherches. Donc si elle a un petit souci, si elle a un petit pépin, comme je vous l'ai dit, hein, c'est comme si on avait un animal de compagnie, c'est pratiquement la même chose. Donc il y a de temps en temps où les feuilles vont jaunir, où il y aura des insectes qui vont les attaquer, où elles seront un petit peu rabougries bien entendu, et tout dépendra aussi des saisons, à quel moment on va les rapprocher donc des sources de lumière, à quel moment on va les déplacer. Alors ce que n'aiment pas les plantes d'intérieur, c'est les courants d'air, donc évitez les courants d'air, elles sont vraiment allergiques donc au vent, quand on veut aérer la maison, essayez toujours de les mettre à l'abri. Donc pendant le printemps, ce qu'on pourra faire, si on a un petit balcon, on pourra les mettre à condition que ce soit un printemps qui ait pas des écarts de température, hein, que les nuits soient pas trop froides parce qu'ils supportent pas donc aussi les basses températures et donc bien entendu après quand il fera très chaud, on les laissera plutôt à la maison et pas de soleil direct donc pour nos plantes d'intérieur. L'arrosage, alors l'arrosage est très très important, c'est aussi important que l'endroit où on mettra notre plante. Donc l'arrosage, comment qu'on va faire, tout dépend de les plantes, des plantes que nous avons. Donc nous avons les plantes grasses, on connaît, elles sont faciles d'entretien, je les appelle les plantes pour les feignants, hein. Les plantes grasses et les cactus, ça c'est facile à entretenir, donc on les arrose une fois de temps en temps, même si on oublie, il n'y a pas de souci pour ça. Donc pour les plantes grasses, on va essayer de les arroser une fois par 15 jours, tout dépendra du terreau. Quant aux autres plantes, ce qu'on fera,
c'est qu'on aura toujours tendance un petit peu à toucher nos plantes. Donc, si le terreau est encore humide, on laissera notre plante tranquille parce que généralement, ces plantes d'intérieur aiment l'eau, aiment les endroits où il y a un petit peu d'humidité, mais aussi elles n'aiment pas être noyées ou alors avoir les racines dans l'eau. Ça va être directement le pourrissement du système racinaire et on aura perdu notre plante. Voilà donc pour les conseils. Et bien entendu, comme je vous l'ai dit dès le départ, si vous êtes novice en la matière, vous venez d'aménager et que vous voulez donc mettre vos plantes d'intérieur, c'est une très très belle décoration. C'est des fois, on va dire, encore plus beau que des meubles, hein. Ça donne une atmosphère paisible à la maison et en même temps, ça détend. Et c'est un super passe-temps. Il faut savoir que le contact direct, donc ça a été prouvé scientifiquement que toucher la terre, donc ça développait une certaine sérénité et ça donnait un petit peu, on va dire, ça remontait aussi le moral. Voilà, donc pour tous les jardiniers, ils me comprendront. Et pour les novices, vous allez voir qu'une fois qu'on est piqué, qu'on commence un petit peu à avoir des plantes, c'est vraiment, on va dire, une boucle, là. C'est un petit peu, ça devient un vice parce qu'une plante emmènera une autre et on sera toujours tenté d'en avoir d'autres. Voilà, donc ça c'était pour l'info du jour. Pour le moment, donc, on est au printemps, les températures sont encore douces. Bien entendu, une fois que l'été sera bien installé, donc les températures à l'extérieur seront très chaudes, il va falloir aussi contrôler l'humidité à la maison. Donc, toujours mettre là où on a nos plantes, ou même quelque part dans la maison, une petite secoupe où on laissera toujours de l'eau, de façon à ce que l'atmosphère de la maison et on va dire l'humidité, le degré d'humidité dont ont besoin les plantes d'intérieur. Voilà, donc ça c'était pour l'info du jour. Quant à moi, donc je vous propose tout de suite donc une petite pause, le temps de recevoir mes invités et nous passerons donc à la thématique principale qui est la lecture et vous verrez, il y a beaucoup à dire. Voilà, donc de retour sur notre plateau, j'ai le plaisir de recevoir donc des habitués des studios. Donc nous avons Ibtissem Boussri, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, Ibtissem. Ça va? Le plaisir est pour moi. Comme d'habitude, le plaisir est pour moi aussi. Et nous avons donc Dr Linda Work. Bonjour. Bonjour, donc vous êtes orthophoniste et spécialiste en neurosciences. Cognitive, voilà. Cognitive, voilà, donc merci d'être là. Bah, merci à vous et ravi toujours. Un beau duo. Bah oui, Voilà. comme toujours. Et surtout, aujourd'hui, une thématique passionnante. Passionnante, effectivement. Faire lire nos plus jeunes, comment essayer de leur inculquer cet amour de la lecture. Et Dieu sait que, on le sait, il ne faut pas se voiler la face. De nos jours, c'est devenu assez compliqué, assez difficile. Donc, mais on verra, on va essayer de donner donc des clés à nos téléspectateurs, comment leur faire apprécier la lecture et en fait, comment un petit peu inculquer ça dès l'enfance. Tout à fait. C'est important de commencer, j'imagine, très jeune et surtout pour une société qui lit, c'est une société en bonne santé. Bien sûr, une société qui lit, c'est une société en bonne santé. Vraiment, c'est le bon terme parce que l'enfant, en fait, est épanoui, il a un raisonnement intellectuel, c'est une porte vers le monde extérieur, c'est un enfant apaisé. Je pense que beaucoup d'études ont prouvé que vraiment la lecture permettait d'être plus concentré, plus apaisé, plus tolérant. Donc vraiment, une société qui lit est indéniablement une société en bonne santé, ça c'est clair. Elle contribue comme donc... les plantes, la lecture c'est une thérapie. C'est une thérapie, absolument, absolument. Donc, est-ce que la lecture contribue à la construction de l'identité sociale? Oui, bien sûr, c'est clair. Alors, je t'ai présenté, donc tu es sociologue, voilà, et aussi coach. Donc, tu as deux casquettes aujourd'hui. Tu es là en tant que sociologue. Exactement. Donc, il faut dire que déjà, avant la lecture, il y a les histoires. En fait, les histoires qu'on lit, voilà, avant même que l'enfant sache lire, en fait. Il va écouter des histoires de sa grand-mère, de son grand-père. Il va, en fait, les parents vont lui lire des histoires avant de dormir. Donc, tout ça fait que l'enfant va construire son identité. Déjà, les histoires qu'il écoute. Donc la grand-mère va lui parler des légendes, voilà, des choses en fait du passé, donc comment elle a vécu, etc. Donc tout ça, c'est vraiment c'est un background. Donc je sais pas, j'ai le mot en anglais, c'est vraiment tout ça, ça construit l'identité. Donc c'est déjà un bagage. Oui, c'est un bagage, exactement. Oui, c'est un bagage qu'on lui donne dès la petite enfance, rien qu'en écoutant. Donc et en lisant, ça se développe encore plus. Donc, quel est l'impact de la lecture? Avant de parler de l'impact, d'abord, j'aimerais savoir à quel moment on commence à lire des histoires à nos enfants. Alors, déjà,
avant de répondre à votre question, j'aimerais bien faire une petite définition. Bien comment les neurosciences définissent la lecture. Donc, c'est-à-dire parler les zones du cerveau, comment ça se passe la lecture dans les zones du cerveau. Donc, les neurosciences définissent la lecture comme un processus cognitif complexe, donc dans différentes zones du cerveau. Donc, on a la perception visuelle, donc comment c'est la reconnaissance des mots, des lettres. Elle se fait dans la zone préfrontale. On a aussi la phonologie. Donc la phonologie, on convertit les mots et c'est-à-dire on donne du sens à ce mot-là. Et la zone qui est responsable, c'est des zones de langage qu'on appelle l'aire de Broca. Et on a aussi la partie de la compréhension, donc là où se fait, c'est-à-dire comprendre ces mots-là, les phrases simples et tout. Et ce sont des neurones qui sont un peu partout dans le cerveau. Ils ont qui ont cette fonctionnalité-là, pardon. Et on a ce qu'on appelle la mémoire. Et le traitement de l'information, donc la mémoire se traite dans la zone du cortex préfrontal et la zone du cortex, ce qu'on appelle... il y a le mot qui vous échappe, c'est pas grave. Voilà. Donc revenons à votre question. Donc c'est de renforcer. On renforce la lecture des jeunes âges. C'est par rapport... L'avantage de la fonction de la lecture. Vous pouvez répéter? Alors, donc, la question, c'était à quel moment on commence à lire des histoires, à quel moment on met en contact donc nos enfants avec les livres? C'est dès jeune âge, effectivement. Dès le jeune âge. On dit déjà dès 6 mois, dès que notre bébé déjà commence à s'asseoir. On sait très bien qu'il y a de nombreux... On a des étapes de lecture. Donc, on a l'étape de 0 à 5. Donc, l'étape de 0 à 5, c'est les histoires, comme elle vient de citer Madame la sociologue, c'est les histoires de la grand-mère, on montre des images, c'est l'écoute, on renforce la conscience phonologique de l'enfant. On a aussi l'étape de 6 à 7 ans, là où l'enfant commence à comprendre, à lire des mots et des mots simples et à faire le lien entre le code, c'est-à-dire ce qu'on appelle le codage entre les syllabes, les mots simples. Donc c'est là l'enfant commence à lire. Déjà commencer les petits mots, lire les syllabes. Voilà. On a aussi la phase de la compréhension. Donc cette phase qui est entre, on va dire, 8 ans jusqu'à 10 ans au plus. Donc c'est là où l'enfant commence à faire son côté analytique, logique, où il comprend, là où il comprend l'enfant. Et puis voilà, donc ces étapes-là, elles sont... C'est-à-dire, en fait, elles sont dans l'ordre. Donc, est-ce que c'est important, est-ce que ça peut réellement aider l'enfant, par exemple, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc dès 6 ans, plutôt à partir de ces 6 mois, il y a énormément de livres, donc il y en a qui sont en chiffon, en tout carton. À fait. Il y a aussi le côté sensoriel aussi de ces petits livres. Est-ce que déjà, ça pourrait, on va dire, un petit peu donner cette envie un peu plus tard à l'enfant d'être, on va dire, mis en contact aussi jeune avec des livres? Oui, absolument. Donc, il y en a plusieurs quand même, on va dire, de livres. Il y a des livres en chiffon, il y en a des histoires. On a ce qu'on appelle déjà des jeunes âges. On a, par exemple, de 1 mois à 2 mois, 3 mois, on a ce qu'on appelle les livres accordéons. Donc, les livres noirs, noir et blanc, là, l'enfant, déjà, l'enfant, il n'a pas encore cette perception des couleurs. Donc, c'est le noir et le blanc, c'est beaucoup plus pour... c'est-à-dire, il écoute, beaucoup plus, c'est l'écoute, et on commence à attirer son attention, c'est-à-dire capter son attention par ces livres-là. On a des livres en tissu aussi, des livres sensoriels qui ont des tissus, on va dire, un peu... différentes, comme ça pour stimuler le côté sensoriel de l'enfant. On a il y a même des livres de bain aussi, donc. Oui, des livres de bain. Il y en a des livres en carton. Il y en a pas mal de livres qui renforcent la lecture
de l'enfant qui attirent leur attention. Faut se baser beaucoup plus sur des images, sur des couleurs, c'est des choses qui attirent l'enfant, et c'est-à-dire on installe le côté lecture chez lui, et puis la lecture c'est un sort de rituel. Donc on commence par le soir. Donc, on peut commencer, même pour une maman, une femme enceinte, elle peut commencer à lire. Hein, c'est l'écoute beaucoup plus. C'est le fœtus quand il est dans le ventre de sa mère, donc qui commence à écouter sa voix et tout. C'est bien de commencer ce rituel précoce, dès le plus jeune. Voilà, tout à fait, avant de se mettre au monde. Et puis, il y a une sorte de continuité. Faut continuer, il y a ce qu'on appelle la poursuite. Voilà. Et donc, c'est des moments privilégiés que passe, que ce soit la maman ou le papa. Hein, c'est un moment privilégié parce que cette histoire qu'on lit le soir, on sait très bien que les enfants, des fois, on peut lire l'histoire 3 fois, 4 fois, peut-être même un peu plus. Et en fait, des fois, ils choisissent même la même histoire. Oui. C'est vrai que pour nous, les adultes, on va dire, allez, on va répéter, c'est toujours la même histoire. Mais en fait, c'est vraiment important pour l'imagination de l'enfant. Au contraire, si l'enfant veut écouter, veut lire plutôt écouter et lire la même histoire, c'est qu'il peut voir l'histoire sous différents angles. Et au contraire, on est en train de stimuler son imagination. Donc, et puis, voilà, il y a quelque chose d'important, comme l'a dit la spécialiste Linda. En fait, il y a de tout maintenant. En fait, moi, quand j'étais petite, il n'y avait pas tout ça. Je me rappelle, on nous ramenait des livres comme ça de l'étranger, les livres accordéons et tout. Et il n'y avait pas chez nous, en Algérie, ce type de livre. Donc, moi, j'étais émerveillée. Mais maintenant, il y a cette disponibilité. Absolument. Donc, il faudrait vraiment que les parents vraiment en profitent. Et même si c'est un tout petit peu plus cher, peut-être les livres accordéons, tout ça, mais investir dans un livre qu'on va laisser tout au long de l'année. Et puis, il y a quelque chose, c'est qu'en fait, l'enfant va imiter les parents. Si l'enfant voit que les parents lisent, qu'il y a des livres comme ça sur les étagères, etc., il va vouloir, voilà, tout seul, même si c'est difficile. Une fois, ma fille, elle m'a vu lire, elle me dit, mais c'est compliqué, maman, mais c'est gros, il n'y a pas d'image. Il n'y a pas d'image. Il n'y a pas d'image. Mais absolument. Elle était curieuse, donc c'est ça. Parfois, il y a les neveux, les nièces qui mettent des lunettes, qui commencent à imiter. Et donc, c'est ça, ça va. C'est par imitation. En fait, c'est un modèle. C'est un modèle, exactement. Donc, quand on est dans un environnement de lecture, c'est pas à lire H24, mais on voit juste les parents, on va imiter, ça c'est bien. Et c'est encore mieux, comme l'a dit Linda, c'est dans la continuité, c'est encore mieux si les parents lisent des histoires avec leurs enfants avant de dormir et maintiennent. C'est pas parce que les enfants deviennent des adolescents qu'on va pas partager avec eux l'amour de la lecture. Au contraire, plus l'enfant grandit, plus on va l'accompagner avec cette envie de lire. Et il ne faut pas aussi dire non, c'est pas possible, il y a le digital, etc. La preuve, l'enfant, si on le sort à l'extérieur, il va complètement oublier les écrans. Donc, c'est vraiment une question d'habitude, une question d'environnement, etc. Si je peux parler du digital maintenant, on laisse. On reviendra parce que je lui ai laissé, on va dire, une bonne partie pour le digital. Donc, la lecture et le développement du langage et de l'écriture aussi. Donc, l'écriture et l'oralité. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur ça? Alors, la lecture permet d'enrichir. Déjà, elle joue un rôle crucial dans le langage, que ce soit le langage oral ou le langage écrit. Donc, déjà, premièrement, c'est le vocabulaire. Donc, la lecture permet d'enrichir le vocabulaire de l'enfant. Et plus l'enfant a un vocabulaire riche, plus on a ce qu'on appelle la fonctionnalité de langage est saine. La structure de la phrase est correcte et il arrive à s'exprimer avec ses mots, avec son bagage lexical. Là. On a aussi le bagage linguistique. Donc, comme je viens de citer, c'est que plus on a de lexique, plus on arrive à le faire fonctionner. Et quand on a un bon lexique, on arrive aussi à faire le lien de la syntaxe. Quand on a une bonne syntaxe, une bonne phonation. Donc c'est ça, la lecture permet à renforcer ces liens-là. Et aussi, sur le plan langage, quand on parle de langage oral, il n'y a pas de différence avec le langage écrit. Donc le langage écrit, c'est beaucoup plus l'apprentissage. Donc c'est la phase de l'apprentissage. On fonctionne nos compétences
dans la phase d'apprentissage. Et puis c'est la lecture qui renforce ce processus-là. Voilà. Donc elle a un rôle quand même crucial dans le développement. Alors, les enfants, généralement, à un moment, quand ils savent lire, les parents peut-être vont dire, bon, maintenant qu'il sait lire tout seul, on va le laisser lire 5-10 minutes avant de dormir. Mais en fait, on dit aussi que s'il demande encore de la lecture, qu'on lui fasse la lecture, c'est important de continuer encore de lui lire des histoires s'il en a encore le besoin. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Vient de citer que les parents déjà, commencent par les parents, c'est par imitation. C'est par imitation. Donc on a le modèle adulte, donc les parents prennent leurs livres devant leurs enfants et encouragent leurs enfants à, c'est-à-dire suivre le même chemin. Et on peut laisser l'enfant seul 5-10 minutes chaque soir pour gagner cette autonomie, pour c'est-à-dire créer ce rituel seul. Donc voilà, et après la continuité, bien sûr, on a la continuité, on peut même s'installer ensemble, on peut même, c'est plus amusant quand on est avec les parents. Déjà, l'enfant, il cherche quoi? Il cherche d'attirer l'attention des parents. Donc pour lui, être maman est là et mon papa est là pour me raconter une histoire. Donc c'est un moment de famille, un moment affectif, un moment où on passe un moment ensemble et bénéfique. Donc, pour les liens se renforcent. Se renforcent. Ce sentiment de sécurité, il y a aussi ce sentiment de sécurité qui se sent en sécurité, rassuré. On est en train de faire un truc de bien. Au lieu de prendre un téléphone, on est en face des écrans. Donc on prend un livre, on est tous ensemble. On essaye de faire, on crée des jeux en famille, ce qu'on appelle, de faire un petit résumé pour provoquer la curiosité de l'enfant, pour provoquer le côté analytique chez lui. C'est-à-dire, c'est là où on renforce ses compétences. Très bien. Ce que je vous propose, c'est de suivre un reportage. Donc, Samia Boualou a préparé pour nous un reportage. On le regarde et on revient juste après. Le livre, ce moyen d'éducation pour se dépasser soi-même, c'est une porte sur d'autres âmes, d'autres peuples. Grâce au livre, nous nous évadons de nous-mêmes et recevoir des leçons utiles de courage, par exemple, dans notre vie. C'est un moyen également pour connaître des époques que nous n'avons pas vécues, de comprendre des groupes sociaux que nous ne pénétrons pas, que nous ne fréquentons jamais peut-être. Le livre, c'est le moyen d'acquérir des idées, de vivre des sentiments lorsqu'on n'a pas eu l'occasion d'acquérir ou de vivre soi-même. Une lecture amusante, par exemple, pour les petits, est très utile pour leur santé. Avoir un livre entre ses mains, c'est un bain de jouvence pour l'esprit, une fenêtre par laquelle on s'évade pour découvrir que l'univers est infini. Le livre nous transforme, nous fascine et nous rassure. C'est un voyage dans le temps ou à travers le monde, ou les deux à la fois. Parfois, c'est une fiction qui fait rêver les petits, un récit qui pique la curiosité des ados et une romance qui chatouille les adultes. Le livre est juste un ami qui reste présent durant toute notre vie et qui ne vieillit pas. Voilà, c'était un sujet de notre collègue Samia Boualou. Et bien entendu, chers téléspectateurs, vous pouvez nous appeler au 021 23 98 91. Donc, nous sommes là pour prendre vos appels. Si vous voulez nous raconter, nous dire est-ce que vous prenez le temps de faire un petit peu la lecture à vos enfants? Est-ce que vos enfants lisent beaucoup? Ou au contraire, bien entendu, c'est devenu, comme on l'a dit, assez compliqué de les faire lire. Et petit Sam, ce qu'on a remarqué, hein, beaucoup de parents disent que malgré qu'ils les ont mis très jeunes à la lecture, eux-mêmes sont de grands lecteurs,
on va dire, la technologie les rattrape et une fois adolescents, ils ont un peu plus de mal à leur faire, on va dire, à les faire lire. En fait, c'est le digital qui est l'ennemi de la lecture. Ça, c'est ce qu'on dit. Maintenant, la réalité, c'est autre chose. Parce que le digital est l'ennemi de la lecture si l'adolescent ne fait que scroller, par exemple, n'apprend rien. Donc là, c'est un souci. Maintenant, c'est que le digital offre beaucoup d'avantages. Par exemple, le e-book. Il y a aussi la possibilité d'écouter enfin, une histoire. Donc, voilà, c'est pas forcément l'ennemi de la lecture. Maintenant, si l'enfant est habitué à lire depuis son jeune âge, donc on peut peut-être le sensibiliser en alliant digital et lecture. Donc, je pense que ça peut être... parce que s'il lit, s'il est habitué à lire, et s'il est toujours dans cet environnement de culture générale, de lecture et tout, on peut vraiment... le digital peut vraiment être notre allié, moi, c'est ce que je dis. Donc en fait, c'est ça. Donc, le souci, je pense vraiment, c'est quand l'enfant n'est pas habitué à lire. Donc, une fois adolescent, il y a cette difficulté à utiliser, en fait, à utiliser tout ce qui est digital, tout ce qui est Internet, tout ce qui est application et tout ça. Maintenant, par exemple, on parlait avec une collègue à vous tout à l'heure, elle m'a dit, mon fils, il a appris l'anglais grâce à des applications comme ça. Vous voyez, donc c'est toujours, si l'enfant est toujours dans cet environnement d'apprentissage, il ne peut qu'utiliser le digital d'une façon d'une façon intéressante. Positive, et tout à l'heure, quand on parlait aussi donc de livres, il y a aussi énormément donc de livres qui sont dans deux langues différentes. Donc on a la phrase, que ce soit en français ou en arabe, et on a aussi en anglais. Donc tout ça aussi fait une richesse. Oui, ça fait une richesse. Maintenant, les livres tels qu'ils sont conçus vraiment poussent les personnes à lire. Et puis en parlant des adolescents, il y a une librairie qui a ouvert l'année dernière, et c'est tout ce qui est livres fantastiques. Donc déjà, quand on voit la couverture et tout, ça attire. Et c'est des livres en anglais. Je pense que 90% sont en anglais. Mais le monde qu'il y a, vraiment, les adolescents, ils sont férus de livres, et pourtant ils sont assez, par rapport au prix habituel, ils sont un peu plus... le prix est un peu plus élevé. Est un peu plus élevé, mais ils lisent, ils sont attirés, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a une génération qui s'intéresse. Voilà, on a une génération qui s'intéresse. Si on la pousse, qui s'intéresse en langue, qui parle anglais, par exemple, mieux que les parents, oui. Les parents. Voilà, donc il faut juste donner ce coup de pouce, et je pense que les adolescents vont s'intéresser. Maintenant, si, je vais lier, si ça ne vous dérange pas, il y a un phénomène vous savez, les élèves qui déchirent leur cahier après avoir qu'ils les jettent, etc. Donc il y a ce phénomène, les jeunes et les adolescents, c'est un phénomène qui n'existe pas qu'en Algérie. Je me suis renseignée. Et en fait, là, le souci, il est aussi, on lit la lecture à la scolarité. C'est-à-dire, tu ne vas lire que dans un environnement scolaire. Tu vas lire le livre qu'on t'a donné. Donc là, il n'y a plus ce plaisir à lire. Et je pense que c'est pour ça que les enfants et adolescents finissent par jeter leur cahier, etc. Mais si la lecture est un plaisir dès l'enfant, donc on lit à l'école, on lit à la maison, d'autres livres qui ne sont pas scolaires. Donc là, on va lier la lecture et l'apprentissage au plaisir. Et dans ce cas-là, on a plus de chances de lire en étant grand, en étant à l'âge adulte. Voilà. Alors, vous pouvez nous appeler au 021 23 98 91 si alors vos enfants lisent ou au contraire ne veulent pas lire. Vous essayez un petit peu de les booster, de les stimuler. C'est pas chose facile. Il y a même donc certains témoignages où certains parents ont usé, on va dire, de moyens, on va dire pas très, on va dire qu'on n'avait pas l'habitude de rencontrer donc à notre époque. C'est par exemple donner moyennant de l'argent. Par exemple, si par exemple tu lis ce livre-là, allez, tu auras, on va dire, l'argent de poste qui sera augmenté un petit peu cette semaine. On peut motiver un enfant avec des choses matérielles, quoi. On peut utiliser ça, mais il faut trouver, elle vient de dire un mot, c'est trouver ce plaisir de lire. Donc c'est ça le plus important. On ne lit pas juste par force, ou bien on lit moment de côté scolaire ou côté... et puis, il faut trouver ça comme un plaisir, c'est un moment, une sorte de passion. Il
Il faut donner et expliquer dès jeune âge que lire, c'est passionnant. On découvre des choses. On est en train de... C'est-à-dire d'apprendre des choses, d'améliorer notre côté linguistique, d'enrichir nos capacités d'abord à mémoriser, cultiver aussi, oui, la concentration aussi, tout à fait, la rester aussi concentration. concentré. Ça donne, il y a pas mal d'avantages quand même. Ça développe aussi l'attention. Donc tout ça fait que un enfant qui lit, qu'on le veuille ou non, est un enfant, on va dire, bien éveillé, plus, bien éveillé de capacités qu'un autre enfant qui lit pas, par exemple. Au lieu de donner un téléphone, par exemple, les cadeaux d'anniversaire, au lieu de choisir, je sais pas, de donner un téléphone, un écran, une tablette à un enfant. Vous prenez des livres, prenez-le à la librairie. On a quand même des livres plus intéressants. Il y a des histoires. Et même sur la tablette, on peut lire. On peut lire, mais après des jeunes âges. C'est pas la même chose. Des jeunes âges, on doit choisir. Je suis d'accord avec vous quand on choisit, par exemple, ces outils-là, les technologies, et on les utilise, par exemple, la lecture ou bien des choses bien bénéfiques. Mais après, un enfant, il ne sait pas. Un enfant, il n'a pas cette compréhension que pour lui, un écran, téléphone, c'est jouer, regarder des chaînes. La tablette, c'est pour un peu la tablette, voilà, la tablette aussi, c'est un moyen de jeu, c'est un outil de jeu. Donc pour lui, il ne va pas comprendre que je vais lire, je vais télécharger des livres et je vais apprendre. C'est pour plus tard. Par contre, on peut utiliser par exemple des petites histoires, ce qu'on appelle les historiettes, des images avec des sons auxquels on trouve par exemple une mamie qui raconte cette histoire. On peut par exemple nous-mêmes créer nos propres histoires à nos enfants en utilisant ces outils de technologie avec la voix de la maman, on fait interagir l'enfant aussi. Par exemple, s'il y a un personnage enfantique ou c'est le petit enfant qui va, c'est-à-dire adapter ce personnage-là et c'est plus intéressant. Et revenons à votre question, la motivation, on peut l'utiliser, c'est pas mal, mais après, il faut toujours leur expliquer, il faut toujours créer ce plaisir-là à l'enfant. On est en train de faire quelque chose de bien pour toi, tu vas trouver ce plaisir. C'est pas juste tu es conditionné si tu termines ton livre, je te donne un cadeau ou sans cadeau, il y aura pas, c'est-à-dire tu vas pas finir ou tu vas pas faire un effort. Bien au contraire, il faut toujours créer ce plaisir-là et c'est un moment. Mais en fait, la magie du livre, c'est que ça arrive. Par exemple, même si par exemple on essaie, on va dire allez, de soudoyer un enfant, on lui dit tu auras une récompense et tu lis ce livre. Peut-être qu'au départ, la première idée, ça va être ah ouais, j'aurai telle chose à la fin du livre, mais une fois qu'il va commencer les premières pages ou les premiers chapitres, il va apprécier, il va chercher, il va être, on va dire, il sera pris tôt ou tard par le livre. Très bien, voilà, tout à fait. C'est ça qu'on conseille de lire 5 à 10 pages par jour, ou bien commencer à lire pendant 5 minutes, parce qu'après, au bout de 5 minutes, on est complètement on est complètement dedans, voilà. On perd un petit peu, on perd la notion du temps, un petit peu comme quand on est sur notre téléphone, on perd la notion du temps. Mais il faut se dire que quand un livre nous passionne, c'est vrai qu'on a un petit peu de mal à le lâcher, à le poser. Tout à fait, tout à fait. On a ce plaisir-là, une fois, ça y est, on est rentré là-dedans, donc on aimerait bien le finir le jour même et de passer par exemple à 2e chapitre, 3e chapitre ou plus. Donc c'est ça. D'abord, c'est de faire, le début c'est toujours difficile, donc il faut trouver le plaisir pour commencer, pour faire le premier pas. Et après, sa continuité, ça va venir. Surtout quand c'est intéressant, c'est passionnant et tout. Est-ce qu'il y a un intérêt à choisir, quand ils sont petits, c'est nous qui allons le choisir pour eux, donc les contes, mais il va arriver un moment où c'est important de les amener dans des bibliothèques qui choisissent eux-mêmes leurs livres. Ce qu'on dit, en fait, c'est l'environnement qu'on crée autour du livre qui va stimuler l'enfant. Donc, c'est pas dire il ne faut pas forcer, il faut trouver ce plaisir. C'est l'environnement, donc l'environnement à la maison, l'environnement à la librairie. Il y a une librairie, en fait, ils ont des petites tables comme ça, c'est un coin spécial enfant. Donc les enfants peuvent choisir leurs livres, ils peuvent s'asseoir, même s'ils prennent leur temps, même s'ils sont très jeunes. Ils prennent leur temps, voilà. Même s'ils font semblant de lire, ils ne lisent pas, mais ils sont dans l'atmosphère, dans l'environnement. C'est important, c'est de créer cette atmosphère
matière-là qui va vraiment stimuler l'enfant. Et plus tard, qu'est-ce qu'il va faire en étant adolescent et adulte? Il va choisir le livre qu'il aime, qui lui plaît. Tout à fait. Donc, Selon ses orientations, selon ses intérêts. Exactement. Mais maintenant, on dit, par exemple, si on veut lire dans une autre langue, c'est bien de choisir le livre qui nous est le plus accessible. On n'est pas obligé de lire... Justement, justement, je voudrais qu'on va revenir dans un petit moment sur ce point-là. Il y a franchement, on va dire, il y a des choses à dire à propos de la lecture, du choix de la lecture et comment qu'on lit un livre. On va revenir juste après, parce que nous avons donc un appel de Nessima Bardadi. Bonjour Nessima. Bonjour madame, comment allez-vous? Merci, je vous remercie. Et vous, comment allez-vous? Ça va très bien. Ça va, alhamdoulilah, je vous remercie. Alors, juste pour les téléspectateurs, vous deviez être là ce matin parmi nous. Donc, Nessima Bardadi, vous êtes enseignante au département de langue française. Vous avez eu un empêchement, mais on a le plaisir de vous avoir donc par téléphone pour un petit peu étayer et soutenir. On est en train de parler donc de l'importance du livre et de la lecture. Donc, la première question que je voudrais vous poser, c'est comment la lecture donc, favorise donc la concentration, l'organisation et surtout l'organisation de la pensée, on va dire pour plus tard. Une très très bonne question. Tout d'abord, je voudrais c'est-à-dire vous remercier de m'avoir conviée à cette émission. Et voilà, je suis vraiment désolée. J'aurais aimé être parmi vous aujourd'hui pour discuter, débattre de ce sujet qui m'intéresse tant, qui m'a tant intéressée parce qu'en fait, j'ai fait des recherches sur la lecture et la compréhension sur l'activité de lecture et tout dans mes travaux de magistère. Et justement, la lecture est très très importante, est une activité très très importante. Elle enrichit bien sûr, elle apporte un enrichissement à tous les niveaux. Donc, pour celui qui voudrait apprendre une langue, n'importe quelle langue, on sait qu'il doit acquérir 4 aptitudes auxquelles on a ajouté la 5e. Donc, une 5e, on a la compréhension de l'écrit et l'expression écrite, et l'expression orale et la compréhension orale. Donc, l'activité de la lecture, elle se situe au niveau de la compréhension de l'écrit et de l'expression écrite aussi. Donc pourquoi? Parce qu'il y a un transfert. Quand on lit beaucoup, c'est-à-dire quand on lit énormément, à un moment donné, il va y avoir ce qu'on appelle le transfert à l'écrit. Donc vous voyez, la lecture ne touche pas que la compréhension, elle enrichit la pensée, elle organise la pensée, elle cultive ou elle développe l'esprit critique. Donc elle sert à procurer au lecteur une encyclopédie, ce qu'on appelle l'encyclopédie du monde, c'est-à-dire on n'a pas, nous les humains, avec le temps qu'on nous donne ou qu'on a sur cette terre, on n'a pas tout le temps pour découvrir tout et faire l'expérience de tout. Donc la lecture, on vit, en fait, surtout je vous parle de la littérature, donc qui est une part très très importante. La littérature, que ce soit en langue française, en langue arabe, anglaise, n'importe quelle langue, elle est très, très importante. Donc oui, il faudrait lire. La lecture, c'est une activité cognitive. Elle aide à structurer, bien sûr, la pensée, à développer l'esprit critique. Elle sert à donner une vision globale de ce monde en fournissant au lecteur des expériences qu'on appelle, il enrichit son encyclopédie du monde. Donc, il y a plein d'avantages à avoir en lisant. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à propos de la lecture et de la réussite scolaire? Est-ce que le lien est, on va dire, est vraiment réel? Concernant la lecture et la réussite scolaire, moi je dirais la réussite dans la vie, pas qu'à l'école. Vous voyez, il y a le concept de littératie, il y a la lecture, il y a le concept de littératie qui englobe tout. Donc, l'écrit est très important. Donc, il faudrait l'apprendre, il faudrait, c'est-à-dire cultiver sa compétence de compréhension et d'expression. C'est pour ça que je vous dis que la lecture, elle englobe les 2 compétences, parce qu'il y a une activité de transfert qui se fait par la suite. Et la littératie, vous savez, la réussite n'est pas que scolaire, mais par exemple, quelqu'un qui va dans une poste pour remplir un chèque, ou par exemple quelqu'un qui se perd et qui n'arrive pas à trouver son chemin. Donc, en lisant par exemple une carte vous voyez, donc pour être orienté. Donc, la lecture, je dirais,
plutôt n'a pas de relation qu'avec le cadre scolaire, mais avec la réussite. La réussite dans la vie, d'une manière générale. Donc il faut lire, il faut bien sûr initier la jeunesse, les jeunes à la lecture dès leur jeune âge, donc en lisant des contes, parce que vous savez, nous le problème c'est que c'est-à-dire on vient tard, vers le tard, on essaie d'initier nos adolescents, on essaie d'initier nos jeunes à cette activité, alors qu'il faudrait s'y prendre tôt. Donc dès l'école primaire, oui. Oui, oui. C'est ce qu'on disait, donc même dans la cellule familiale, essayer d'initier l'enfant vraiment pratiquement, on va dire, presque dès le berceau, hein, à tous ces livres qui sont disponibles, comme on est en train de le dire tout à l'heure. Tout à fait, tout à fait. Dès le jeune âge, dès la petite enfance, c'est-à-dire dès qu'il commence à comprendre et tout, il faudrait, c'est-à-dire lui lire des comptines, lui ramener des livres comme ça, qui soient adaptés à son âge pour qu'il puisse garder cette habitude et qu'elle puisse l'accompagner tout au long de sa scolarité, même étant adulte plus tard. Donc voilà. Et les choix. Tout à l'heure, j'ai entendu Madame Tissem parler des choix qu'on fait. Oui, le choix est très important. Il ne faudrait pas imposer un genre à l'enfant, mais le laisser lire ce qu'il préfère. Donc, nous, parfois, à l'école, il y a des genres qu'on enseigne, c'est-à-dire on fait des choix, il y a des programmes ministériels et tout, là où on trouve des genres et des sous-genres qui sont dictés, mais il faudrait adopter une autre approche qui consiste à lui faire aimer la lecture par des choix qu'il fait, c'est-à-dire il faudrait suivre ses centres d'intérêt, ce qu'il aime. Donc dans le cursus scolaire, il est important de faire découvrir donc des auteurs, par exemple des auteurs algériens, pour cultiver déjà cette connaissance et cette culture générale et surtout de la culture de notre pays. Et ensuite, une fois qu'il est à la maison, après c'est un autre volet. Là, ça serait vraiment les préférences et ses choix personnels. Oui, je l'entends bien, oui, c'est vrai que, c'est-à-dire, là, vous parlez des auteurs, de nos auteurs, de la littérature. Il y a ce qu'on appelle la paralittérature. La paralittérature, ce sont des écrits qui sont à côté de la littérature, c'est-à-dire qui ne sont pas des œuvres littéraires proprement dites, mais qui sont accessibles. C'est-à-dire, au lieu d'initier directement l'apprenant à la lecture lettrée, donc il faudrait, c'est-à-dire, procéder graduellement. C'est pour ça que je vous dis, le laisser, c'est-à-dire choisir le genre qu'il préfère, qu'il arrive à comprendre. Puis petit à petit, à l'école, on pourra passer à l'étape suivante pour lui faire découvrir les grandes œuvres, les grands noms, les grands auteurs, et ainsi de suite. Et en même temps aussi, donc, quand c'est fait dans le cursus scolaire, c'est vrai que les auteurs classiques et tout, c'est une certaine période, hein, c'est vraiment, on va dire, vers le lycée, où déjà même les adolescents ont cette maturité de pouvoir aussi apprécier. Ils peuvent, à cet âge-là, commencer à apprécier ce genre de lecture. Tout à fait. Moi, je dirais à l'université, pas au lycée. Même au lycée, vous savez, on a du mal un petit peu à leur expliquer et à leur enseigner un extrait d'une œuvre littéraire. Donc, pourquoi? Parce qu'en fait, ils ne connaissent pas, surtout quand il s'agit de langue étrangère, ils ne savent pas quels sont les genres, les grands genres, qu'est-ce qu'une œuvre littéraire, qu'est-ce qu'un courant littéraire, etc. Donc, on a du mal, en fait, à leur expliquer. Donc, il faudrait aller tout doucement, hein, donc aller dans la paralittérature pour développer ce qu'on appelle une compétence générique. Cette compétence petit à petit est appelée à se développer. Plus tard à l'université, bien sûr, ils auront la possibilité d'aller encore plus loin dans la lecture lettrée, ou la lecture littéraire proprement dite. La dernière question que je voudrais vous poser, c'est si je vous dis lecture de livres vs lire sur des livres numériques, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, il y a la lecture sur écran, ce qu'on appelle la lecture sur écran. Ce n'est pas la même chose, bien sûr. Pourquoi? Parce que la lecture sur écran, disons, entraîne des effets de modalité. Donc, il y a c'est-à-dire, on n'a plus le même objet livre. Vous savez, on parle du livre comme étant un objet. Donc, on le palpe, on le sent, il est entre nos deux mains. Donc, on arrive, c'est-à-dire, à revenir sur des pages. En fait, c'est plus concret, déjà pour notre cerveau, pour notre côté...
Tout à fait, tout à fait. Donc on se familiarise avec cet objet-là et petit à petit, c'est-à-dire on s'y habitue, on se familiarise et il devient un objet, disons, de notre vie, pardon, Absolument. de notre quotidien. Absolument. Or que pour la technologie, vous savez, le smartphone, oui, il y a le smartphone, on peut télécharger en fait des livres et des textes, etc. Mais on peut aussi sur des liseuses, sur des tablettes, mais ce n'est pas pareil. Donc moi je dirais que ça enlève vraiment le charme de la lecture, le charme de la lecture d'autant. Donc voilà. Et en fait, ça reste. C'est un avis en fait. Absolument, je suis du même avis que vous. Donc quand on finit un livre, il finit généralement toujours sur notre étagère. Il nous accompagnera, on va dire jusqu'à la fin de nos jours. Hein. Ça sera un objet précieux et qu'on voudra donner aussi, léguer à nos enfants, ça c'est sûr. Voilà, donc une bibliothèque, quelques livres, c'est vraiment un legs précieux pour les enfants aussi. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Donc, je vous raconte juste une anecdote qui m'est arrivée quand j'étais lycéenne. En fait, le programme ou le manuel scolaire, en fait, il présentait des textes sans donner d'explications sur ces textes, les anciens, je parle des anciens manuels. Oui. Donc, un jour, l'enseignante, je me rappelle bien d'elle, Madame Benachnou, donc si elle nous entend, je la salue de là. Donc, Madame Benachnou nous a ramené en fait un texte qui était très intéressant. En fait, c'était une nouvelle de Guy de Maupassant qui s'intitulait Vendetta. Donc, et je me rappelle qu'on a tellement aimé ce texte. Quand elle lisait le texte et elle nous a expliqué et tout, on voulait tellement avoir plus d'histoire dans ce genre, donc on est allé la voir pour lui demander de nous donner encore ce genre de texte. C'est un texte en fait qui n'existait pas qui n'était pas dans le manuel scolaire. Et vous voyez, donc on était avides de ce genre de texte, avide de ce genre de lecture. Donc, moi je dis que la lecture est tout. La lecture forge l'esprit. La lecture, organise la pensée, développe l'esprit critique. À travers la lecture, on saura écrire, rédiger, c'est-à-dire par des phénomènes de transfert qui parfois se fait automatiquement, inconsciemment. À un moment donné, on arrive à cultiver en fait une certaine compétence à l'écrit, à force de revoir les mêmes structures, de lire et de relire, etc. Donc on finit par réinvestir ce qu'on a dans le cerveau par écrit. Donc je dis bien que l'activité de lecture est très très enrichissante. Très bien. Voilà. Merci beaucoup Madame Berdedi. Merci de votre intervention précieuse. Merci pour tous ces conseils. Merci. Et surtout, merci donc d'avoir intervenu par téléphone. Franchement, vous avez apporté beaucoup à notre émission. Merci encore. Oui, merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Donc, Boussery, vous êtes notre sociologue. Alors donc, on va revenir tout à l'heure. En fait, je t'avais arrêté à propos de la lecture. On avait dit, faut pas imposer. Est-ce que dès le plus jeune âge, on peut autoriser les enfants, par exemple, à commencer un livre et à ne pas le finir? Par exemple, il dit finalement, il n'est pas intéressant, il ne plaît pas. On ne doit pas, j'imagine, l'obliger à le finir et le laisser... Moi, je pense que vraiment le plus important, elle a dit d'ailleurs tout à l'heure, Linda, c'est pousser l'enfant à interagir. Ça, c'est important. C'est-à-dire que l'enfant, on va voir peut-être des mots, expliquer des mots. Par exemple, qu'est-ce que tu en penses? Laisser l'enfant en fait développer son imagination. Par exemple, l'animal, il a la personne a 2 mains, il va dire elle a 4 mains. Voilà, donc c'est vraiment pousser l'enfant à interagir. Et je pense que tout seul, il va finir par finir ses livres. Donc, je pense. Donc, s'il ne finit pas celui-là, peut-être qu'il finira le prochain. En fait, ce qu'a dit tout à l'heure, maintenant, Dr Berdadi, c'est qu'en fait, le livre, l'avantage du livre en papier, c'est qu'il est là, il nous accompagne, et on peut le laisser sur notre étagère, et l'enfant peut le reprendre à n'importe quel moment. Et je pense que c'est encore mieux. Et c'est ça la différence qu'elle a dit entre le digital et le papier, c'est que le digital, c'est pour faire des petites recherches rapides.
tiens, on va regarder un mot, comment se prononce tel mot, Ouais. voilà l'explication. En fait, c'est ça l'avantage Oui, du numérique. digital. Mais Oui. le livre, c'est ça, c'est apprendre à l'enfant que ce livre, c'est notre compagnon. Tu veux le laisser pour le moment, mais il va t'accompagner. Laisse-le, il est là, mais il sera toujours là pour toi. En fait, c'est ça voilà, c'est ça l'avantage. Donc les autoriser à commencer, peut-être ne pas finir un livre, changer de livre, commencer aussi 2-3 livres en même temps. On peut les laisser faire aussi? Oui, oui, on peut les laisser faire. C'est un choix, c'est une sorte de choix. On est en train de renforcer l'autonomie chez un enfant. Donc, on ne s'impose pas trop, on ne le force pas. Et toujours, c'est garder le plaisir. Oui. Donc, quand il retrouve un plaisir sur un livre par rapport à un autre, donc on peut laisser. Notre objectif avec l'enfant, c'est de faire ce mécanisme de la lecture. Peu importe ce qui t'arrive, peu importe le sujet, peu importe le nom de livre, et le plus important, c'est de continuer d'une manière, on le fait par plaisir. On le fait par plaisir, on profite, il apprend. C'est ça, c'est le contact avec le livre. Le plus important, c'est beaucoup plus de créer ce contact. Nous avons un appel, donc Chabouni, donc, qui nous appelle. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, merci de votre appel. Avec plaisir. Donc, vous vouliez intervenir dans l'émission, vous avez Oui, quelque chose? Oui, dites-nous. c'est une voix que je connais. C'est pas Farida? Non, non, non. Ah, je pensais Non, que non. c'était Farida, d'accord, ok. Non, je voulais intervenir, mais Allez-y. si vous avez le temps. Hein. Oui, oui, allez-y. Vous avez une question à poser à nos donc, En fait, c'était Nos invités. pas une question, c'était juste un complément, c'est-à-dire par rapport à la Allez-y. lecture. oui, C'est-à-dire, bon, c'est pas simplement pour apprendre ou développer en fait son esprit critique, mais ça peut jouer aussi un rôle important, bien sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est de peut-être lire, par exemple, 3, même 5 pages par jour, par exemple. Ça peut vraiment faire vraiment la différence. absolument. Et si on prend à nos enfants à lire justement 3 ou 4 pages, c'est pas grand-chose. Et on prend le temps ensuite de résumer ce qu'on a lu Absolument. aussi, C'est vrai. comme une petite fiche de lecture par exemple, ça nous aide à mieux, ou ça aide l'enfant surtout à mieux comprendre et à mieux écrire aussi. Donc ce que je voulais rajouter, c'était ça. Et en fait, petit à petit, on apprend bien sûr à structurer les idées, peut-être à enrichir le vocabulaire, à affiner aussi les pensées, surtout les pensées critiques. Parfois, on n'est pas tout à fait d'accord avec l'auteur, donc Absolument. ça nous amène à analyser, à réfléchir, à avoir une pensée effectivement différente. Et ce qui compte ici, c'est que ça réveille en nous quelque chose d'autre. Tu vois, c'est une manière de rester un peu connecté à soi, à ses émotions, à ses réflexions, à son énergie intérieure, qui permet justement de rester tout le temps en confiance. Et je dirais moi aussi, à force de lire et de réfléchir, d'écrire, pourquoi pas un jour devenir aussi auteur soi-même. Absolument. Voilà, c'est ce que je Absolument. voulais rajouter en plus. Voilà, et que ça soit toujours des esprits éveillés. Oui, des esprits éveillés, exactement. Donc moi-même, hein, de toute façon, moi je suis auteur aussi, j'écris des livres. Voilà, et Mais bien, c'était d'abord grâce à la lecture, et puis tout doucement, c'est venu tout seul. Voilà. très bien. Merci en tout cas, merci beaucoup de votre appel. Je vous en prie, avec Merci. plaisir. Mais merci surtout de suivre notre émission. Donc, comme il l'a si bien dit donc à l'instant, c'est que ça développe l'esprit critique, ça affine à un fait. petit peu, que ça soit le vocabulaire, la manière d'écrire, la manière de penser aussi. Tout à fait. Donc, Ce sont les bénéfices de la lecture. Donc, ce qu'on appelle, on a aussi l'interaction, donc l'interaction verbale, enrichir le vocabulaire, se familiariser, se créer un moment affectif avec les parents. Il y en a pas mal, c'est-à-dire quand même pas mal d'avantages de la lecture. Mais Ouais. une question, pourquoi est-ce que beaucoup de personnes préfèrent, on va dire, écouter une histoire ou alors, on va dire, regarder des vidéos que de la lecture? On sait très bien que notre cerveau est feignant. Et en Voilà. fait, il faut un petit peu essayer de... Tout dépend de la personne, le profil de la personne. Il y a des personnes, le profil, c'est-à-dire est-ce que cette personne est oculaire, est-ce qu'elle est visuelle, c'est-à-dire elle a beaucoup plus la perception auditive. Tout dépend le sens qui est le sens fort chez la personne. Donc, on voit récemment avec la nouvelle technologie, donc il y a des livres auditifs, donc on les écoute, on essaie, c'est plus rapide, ça gagne du temps et on comprend, on peut faire plusieurs tâches à la fois. À la fois, absolument, Donc, c'est vrai, c'est absolument. par rapport à ça, donc on n'est pas condamné à un coin et on prend le livre.
C'est vrai que des Ça, fois, c'est on pour un n'arrive pas à adulte. trouver ce temps. On a un petit peu du mal à dégager. Voilà, on ce est dans temps la journée. voiture, on écoute, donc on passe le temps de trajet et tout. Mais ça, c'est pour les adultes. Donc, moi, je renforce ce genre d'activité en tant que personne adulte. Mais pour un enfant, on évite. Pour un enfant, c'est beaucoup plus, on attire. On attire son attention. Il a besoin des images. Il a besoin de voir, de chercher. Déjà, cette curiosité est là, c'est-à-dire de poursuivre. C'est quoi la suite après? Tourne, maman, attends, on n'a pas encore fini la première page, on cherche déjà la curiosité de la suite. Donc pour un enfant, c'est ça le plus important, c'est le contact concret avec le livre, c'est-à-dire, et comme il vient de citer le monsieur, il a vraiment... c'est-à-dire toucher, il a ciblé bien l'avantage de la lecture. C'est ça encourage, ça se développe. C'est pas juste le côté vocabulaire, mais c'est ce lien-là, ce côté familial avec le livre, c'est le plus important. Et ça permet d'ouvrir plusieurs portes de connaissances, de compétences, et puis voilà. Puis les adultes, voilà ce qu'elle a dit, Madame Linda, les adultes, ils conduisent, donc ils écoutent des vidéos, enfin il y a le ménage. Donc les tâches ménagères aussi, c'est vraiment pratique. Voilà. Cependant, je rencontre beaucoup d'adultes qui n'arrivent pas à dormir et je leur conseille en fait de lire avant de dormir. Et là tout de suite, première réaction, non, moi je lis pas avant de dormir, je peux pas, etc. Donc là je me dis, est-ce que c'est pas un effort supplémentaire qu'on peut faire de s'habituer à mettre les écrans de côté, je parle pour les adultes, mettre de côté les écrans et lire 5-10 pages avant de dormir. Et là, ça va être une habitude qui va nous faire beaucoup de bien. Parce que toutes les personnes qui ont essayé de lire avant de dormir, ils ont pu s'endormir. Le sommeil est meilleur. Un meilleur ça sommeil. Travaille même sur le plan cognitif, la plasticité cérébrale. Donc on commence avec 2-3 pages aujourd'hui, après ça sera 10, après... et c'est là, les débuts c'est toujours pas facile. Donc on a le cerveau, surtout quand on est accro aux écrans et tout, donc de reprendre l'habitude normale, la plus normale qu'avant, c'est de prendre un livre dans sa main et de faire un effort. Déjà, les neurosciences sont définies. On a fait la définition, c'est-à-dire la première séance. Au début d'émission. Voilà, donc c'est un effort, c'est un processus complexe. Ça demande de l'effort. Donc déjà, le fait de faire cet effort, c'est épuisant un petit peu. Mais quand on stimule, on renforce, on gagne cette plasticité. Voilà. C'est devenu un effort. Autrefois, c'était pas un effort de lire. Hein. Voilà. Vraiment. Autrefois, il n'y avait pas des concurrence. Il n'y avait pas de concurrence. Il n'y avait pas de concurrence. Il n'y avait pas un moyen plus simple, plus rapide, plus attirant. C'était le meilleur moyen de s'évader. C'était le meilleur moyen de voyager. C'était le seul moment de passer son temps. Donc, on cassait le temps avec des bouquins, avec des livres. Quand on avait un voyage, un long voyage ou un long trajet, donc on prenait toujours un livre de poche avec nous. Maintenant, maintenant, c'est le téléphone, il y a la tablette, il y a le film, il y a tout sauf la lecture. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer on va dire de se restructurer, de ne pas se trouver des excuses parce qu'on a toujours tendance à dire ce qu'elle a dit, Madame. Exactement ce qu'elle a dit, Madame Linda. Donc c'est un effort. Dégager un petit moment. Non, c'est un effort qu'on fait, mais c'est un effort qui va nous apporter tellement de bénéfices incroyables. Le sommeil, la concentration, le vocabulaire, tout, c'est incroyable. Et puis je voudrais juste rebondir par rapport à ce qu'il a dit tout à l'heure, Monsieur Chabouni. Voilà, quand on est avec les enfants, on va lire et on va commenter, résumer, et c'est très important. Absolument. Absolument, très bien. C'est vraiment une bonne idée. Voilà, en tout cas, on arrive à la fin de notre émission, donc il ne reste pas beaucoup. Oui. Et aujourd'hui, on a eu presque 1 heure pour dire que c'était passionnant. Il y a aussi quelque chose que personnellement, rapidement, que je vais raconter, que je fais, c'est quand moi je lis un livre, j'aime bien le raconter donc à mes enfants. Donc dès que je commence, je dis vous savez le livre que je suis en train de lire, voilà, ça parle de ça et de ça et de ça. Donc après, ça pousse leur curiosité. Quand ils me voient avancer, qu'est-ce que le personnage principal, qu'est-ce qui lui est arrivé?
cherche toujours cette continuité, la suite. En fait, je mets un petit peu comme ça, je me dis peut-être que plus tard, ils auront eux envie de le lire eux-mêmes. Voilà, pourquoi pas. Moi, ce que j'encourage, c'est-à-dire les parents à apprendre à le livre dès jeune âge avec leurs enfants. C'est beaucoup plus tant que maman. Les mamans enceintes, commencez dès maintenant, surtout. Donc, s'ils sortent d'habitude, donc on le crie, c'est un rituel qu'on va le crier à notre enfant dès les plus jeunes âges. Il y en a des moyens, profitez. Il ne faut pas dire que l'enfant il veut pas, il refuse, c'est bon. Donc, il faut insister un petit peu avec lui. Il faut dire aussi que les livres, il y a franchement toutes, au niveau des prix, vraiment, il y en a pour toutes les bourses. Voilà, pour toutes les bourses. Voilà, donc profitez, absolument. Profitez donc de lire puisque c'est bientôt les vacances, donc les enfants vont bientôt être en vacances, c'est pratiquement la fin de l'année, sauf donc pour les bacheliers, c'est pas encore fini, et ceux qui aussi les enfants qui leur passent souhaite de brevets, voilà, bon courage. Il reste, je crois que c'est J-19 ou J-18, c'est quelque chose comme ça. Voilà, en tout cas, on arrive à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. C'était un plaisir donc de vous accompagner. Je vous dis donc, restez toujours sur les programmes de Canal Algérie. À l'attendant de notre rendez-vous, mercredi, même heure, Inch'Allah. Au revoir.